Merci Gwenaëlle. Bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, 15 jours après des événements qui ont un peu modifié nos vies et qui ont fait sentir combien nous avions besoin de mettre des mots sur les mots MAUX. Pendant ces 15 jours, pour les poètes et pour l'éditeur que je suis, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord des rencontres annulées, il y en a eu tous les jours pratiquement. Donc voilà, c'est très bien que nous puissions être là devant vous et que vous soyez présents. Mais aussi beaucoup de poèmes qui nous sont parvenus de partout. Dans la nuit qui a suivi les événements, déjà, je recevais des textes qui arrivaient de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie, des Antilles, d'Algérie. Habib Adjanine, par exemple, que nous avions reçu ici, et qui, dans sa vie personnelle, a payé un très lourd tribut, puisque sa sœur avait été assassinée il y a 20 ans. Voilà, on pourrait dire presque par les mêmes tueurs. Donc tous ces gens-là ont envoyé des poèmes, comme si la poésie était une manière de recoudre les blessures faites à l'humanité. Comme si nous avions aussi besoin de paroles, Gwenaëlle Lodrève disait tendre, oui, probablement. Oui, il y a une thérapie par la tendresse, c'est certain, mais aussi de paroles riches, de paroles ouvertes, une langue qui résiste justement parce qu'elle est multiple. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, mais ce qui caractérise la poésie, ce qui fonde la poésie, c'est probablement sa polysémie, sa richesse de sens, le fait qu'on ne puisse pas réduire tel ou tel poème à une acception, une signification unique. Et face à ces langues de détention qui voudraient, quelles que soient leurs origines, que le monde n'ait qu'un seul sens, qu'il n'y ait qu'un seul livre, qu'il n'y ait qu'une vérité à laquelle chacun devrait se soumettre, eh bien, les poètes et ceux qui vivent par les livres et par la culture, par l'art, eh bien, objectent une langue plurielle, multiple. Et derrière cette polysémie du sens, derrière cette richesse du sens, il y a une conception ouverte du monde, bien entendu. À la polysémie du texte répond la polysémie du monde. Je crois que c'est aussi simple que cela, et c'est ce que tous ces textes, qu'ils expriment de la colère ou au contraire parfois une tolérance, une souffrance, c'est ce que tous ces textes peu ou prou nous disent. Et parmi les innombrables poèmes que j'ai reçus, il y en a un qui est venu de Mireille Fargier-Caruso, et c'est par la lecture de ce texte, inédit, donc, et très fraîchement rédigé, que nous allons ouvrir cette rencontre. On disait, voilà. On disait qu'il visait les enfants qui jouaient sur les terrains vagues. On disait qu'il visait les cafés, l'horizon, l'ouvert. Il saccageait la joie, les corps, défigurait l'immense, des cerveaux devenus poreux. On disait qu'il tarissait les sources, bannissait en eux les couleurs de l'humain. Plus que tout, ils aimaient la mort. Follement noirs, des corbeaux annonçaient le règne de la nuit. Ils ne savaient pas que l'on garderait la musique en nous. Ils ne savaient pas qu'on emporterait en nous le rythme. Ils ne pouvaient pas jeter aux chiens toutes les âmes, tuer d'un coup tous les oiseaux. On disait aussi qu'en tout lieu, dans les rues, dans les cœurs, sur les places, de proche en proche, la vie gagnait comme une flamme, malgré l'obscur, malgré le sang.
Merci Mireille pour ce texte que tu lis peut-être pour la première fois. Je l'ai lu à la bibliothèque voilà. à Paris. Oui. À la bibliothèque Sainte-Barbe, où jeudi dernier, de nombreux poètes s'étaient réunis un peu en se donnant la main pour faire entendre les textes. Et je crois bien que la directrice de cette bibliothèque elle s'était donné comme objectif de rassembler 130 poètes, 130 textes pour 130 victimes. Et le pari a été tenu 8 jours après, 10 jours après. Les 130 auteurs étaient là, pas tous physiquement présents, mais enfin les textes avaient été envoyés et le tien en faisait partie. Alors, nous avons un peu plus d'1 heure à passer ensemble pour vous permettre d'entrer dans un univers poétique, un univers qui s'est construit au fil du temps. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la parution d'un recueil intitulé « Un lent des paysages », vous l'avez sous les yeux. Petit recueil, mais qui est un peu comme la quintessence de tout un cheminement. Recueil, vous le verrez, consacré à la question du temps, à celle de la mémoire et de l'oubli, à la relation entre une mère et sa fille, et entre une fille et sa mère, à la question de la maison, du lieu, de l'enfance revisitée. Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder dans un instant. Mais pour commencer, je voudrais que Mireille, tu nous parles un peu de ton parcours. Alors, le parcours professionnel, on peut l'évoquer brièvement, ce qui fait écho à des réalités que beaucoup d'entre vous connaissent, et puis le parcours littéraire. Alors, tu es né en Ardèche. Oui. Voilà. Tu vis aujourd'hui à Paris. Oui. Je vis à Paris depuis longtemps. J'ai 2 enfants. J'étais professeure de philosophie pendant une douzaine d'années, puis je suis devenue bibliothécaire dans la région parisienne. Voilà. Un professeur de philosophie dans un grand lycée parisien. Oui, entre autres. Enfin, j'ai fait plusieurs lycées, mais un grand lycée parisien. Et après, bibliothécaire à Saint-Denis. Voilà. Donc là, dans un collège, dans un contexte culturel et pédagogique un peu différent. Différent, intéressant, mais différent. Mais ce qui fait quand même de toi quelqu'un de très sensible à toutes les questions sociétales. On a passé la matinée ensemble, et les 2 heures de train que nous avions prévues pour préparer la rencontre ont été 2 heures à parler de tout à fait autre chose, des choses de la vie. Et puis, je crois pouvoir vous dire que c'est à peu près la même chose pendant le repas de midi. Donc, il y a cette préoccupation sur un certain nombre de sujets de société, d'engagement citoyen de ta part. Et puis, il y a par ailleurs la poésie. Alors, la poésie, tu n'es pas entré en poésie avec Un lent des paysages. Il y a devant toi toute une série de livres, de recueils, une dizaine de livres, incluant notamment des livres d'artistes, des livres réalisés avec des peintres. Je voudrais qu'en quelques mots très simples, tu nous racontes un peu ce parcours dans l'écriture et l'édition. J'ai commencé à écrire il y a presque 40 ans. Ça me paraît toujours invraisemblable, mais c'est ça. J'ai d'abord commencé par plutôt être philosophe. J'étais dans le rationnel. Et puis, plus je vieillissais, plus j'aimais bien. J'aime toujours bien la philosophie, mais j'étais de plus en plus attirée par la littérature et spécialement la poésie. Donc j'ai commencé à écrire et mon premier livre est paru chez Chambellan en 80, je crois, 82, je sais plus. Et puis j'ai eu donc très vite un contact avec des auteurs intéressants parce que Chambellan avait l'art de découvrir et de faire rencontrer des auteurs différents, un peu particulier, je trouve, enfin, pas très conformiste, disons. Il n'était pas lui-même, d'ailleurs. Et puis, petit à petit, c'est vrai, j'ai écrit plusieurs recueils, notamment, j'ai publié Au Dé Bleu, l'édition de Louis Dubost, Même la nuit, persiennes ouvertes,
toujours vigilant. Et puis, aux éditions Paupières de Terre, j'ai publié plusieurs livres grâce à Claire d'Aurélie, qui était une amie, qui malheureusement est décédée maintenant, qui était une femme extraordinaire parce qu'elle aimait vraiment beaucoup les livres. Elle venait d'une famille d'imprimeurs et c'était quelqu'un d'autodidacte qui adorait la poésie et qui était une bibliothèque à elle toute seule. On discutait des heures sur la poésie, elle me faisait connaître, elle m'a beaucoup aidé à connaître les auteurs, notamment les auteurs contemporains. J'ai travaillé aussi effectivement avec des peintres, Saraviam notamment, et puis un ami grec, Christos Makridakis. Et là, c'est un autre travail, c'est autre chose, c'est-à-dire on peut avoir comme ça peut-être des inspirations différentes, des limites aussi. Et moi, c'est important d'en avoir parce que souvent, j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Limite, c'était d'ailleurs le titre de ton deuxième livre, hein, ouais. Publié au pan de l'épée. Oui. Déjà des garde-fous. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec des peintres. D'abord, c'est souvent un travail... enfin, c'est des résonances proches, mais je travaillais aussi avec elle pour, par exemple, le don des arbres. Bon, je prends cet exemple. Le don des arbres, Sarah m'avait donné des photos de ces tableaux, qui étaient à la fois des photos de tableaux très figuratifs sur les arbres, et puis des photos de tableaux très abstraits. C'est un mélange. Et elle m'avait dit, tiens, un jour, au lieu que ce soit moi qui écris sur tes textes, tu vas travailler sur mes photos. Et j'avais pas grand-chose à dire là-dessus, à part que, bon, bah oui, c'était des arbres, j'aime bien les arbres, mais bon. Et puis, sur ce, je passe un été dans l'Ardèche, mon père décède, et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les arbres, qui avait planté beaucoup d'arbres dans sa maison. Et je rentre à Paris, et là, je tombe dans mon bureau, j'ouvre le tiroir, je tombe sur les photos de Sarah, et là, pouf, j'ai écrit d'un seul jet pratiquement ce livre, Le don des arbres. J'avais l'impression tout d'un coup que ça m'évoquait plein de choses, quoi. Et moi, c'est un peu souvent comme ça que j'écris, c'est quand il y a une émotion vraiment forte qui se passe dans ma vie, alors que ce soit des rencontres, l'amour, la révolte. C'est toujours à partir d'émotions que j'ai envie d'écrire. Voilà. Ceci dit, je pense aussi que ce qui est très important pour alimenter l'écriture, c'est de lire. Et il y a tellement d'auteurs extraordinaires aujourd'hui, il y a de quoi. Oui, alors, voilà. de ce parcours que tu as esquissé, j'ai envie de dire qu'on retiendra d'abord le passage par des éditeurs indépendants. Hein, oui. Toujours. Voilà. Tu n'as publié tes livres que chez des éditeurs indépendants, des petits éditeurs, et je constate aussi des éditeurs qui sont souvent poètes. Hein, c'est le cas de... Oui. C'était le cas de Guy Chambellan, c'était le cas avec Louis Dubost au Des Bleus, c'est le cas avec moi. Bruno voilà. Hein, donc il y a cela, il y a cet attachement aussi au métier d'artisan. Hein, oui. Tu l'as bien dit, s'agissant de Claire d'Aurélie, Paupières de Terre. Voilà. Et puis on entend bien aussi que la littérature, l'écriture est travaillée par des choses extrêmement authentiques. Tu as prononcé le mot d'émotion. J'ai presque envie de dire, sans vouloir tirer trop vite des conclusions, mais que c'était peut-être le sens aussi de cette ouverture consacrée aux événements et de ton poème. La littérature, la poésie, ça sert aussi à transformer l'émotion en empathie, je crois. Et on voit bien que dans le monde dans lequel nous vivons, suite à ces événements terrifiants, ça c'est une énorme question. Comment arriver à transformer ces émotions qui nous submergent en autre chose, arriver à les transformer, à transformer le monde à travers, par le langage, etc. Et donc, il y a cela, ton poème le laissait clairement entendre. Et puis, tu as évoqué la disparition de ton père, on parlera avec Un Land des paysages d'une autre disparition. Et donc, ce qui survient dans la vie, et parfois à nos dépens et de manière terriblement douloureuse, devient matière à écrire. Oui, alors la difficulté, c'est de passer du simple mode d'expression, exprimer une émotion par exemple, effectivement,
à un travail, je dirais, d'écriture, un travail poétique, parce que la poésie ne sépare pas l'affect et le concept, c'est-à-dire c'est à la fois, bien sûr, exprimer une émotion, mais ce n'est pas simplement cela. C'est aussi trouver quelque chose de, si possible, nouveau, et trouver un rythme, c'est créer un rythme. C'est vraiment transformer une forme de vie dans une forme de langage, c'est-à-dire se débrouiller pour arriver à ce que ce qu'on veut dire, le fond, entre guillemets, arrive à être exprimé par une forme spécifique, qui est la forme poétique, soit par des images, soit par effectivement un rythme, soit par un rapprochement inattendu de mots. Bref, il faut non pas dire, parce qu'un poème ne dit pas, mais suggérer. Et c'est ça qui est difficile, je crois. Tu parlais tout à l'heure de polysémie du langage, bien sûr, mais c'est non seulement parce que c'est polysémique, mais c'est aussi parce que ça doit suggérer, donc parler au lecteur. Et c'est aussi ça qui est difficile, parce que la poésie, ce n'est pas un moyen de communication. C'est, bien sûr qu'on communique, mais on n'est pas là pour dire quelque chose de précis. On est là simplement pour, effectivement, transmettre quelque chose que le lecteur, dans lequel le lecteur peut se reconnaître, quoi. Je crois que ça, c'est important. Créer un monde commun. Alors, c'est peut-être pour ça que certaines œuvres parlent et d'autres non. Il y a parfois des auteurs qui peuvent être de très bons auteurs, effectivement, mais qui ne nous parlent pas. Puis d'autres, au contraire, où on sent un monde commun. En tout cas, on peut dire, pour toi qui viens de la philosophie, donc d'une discipline plus cérébrale, que la poésie est délibérément du côté du sensible. Oui, du sensible, mais d'un sensible travaillé, je dirais, voilà, d'un sensible dominé, enfin, si possible. Moi, j'ai parfois du mal, mais c'est pas un lyrisme débridé, je veux dire, c'est quelque chose de oui, on choisit un mot et pas un autre, on choisit un rythme, ça je crois que c'est très important, parce que s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de poésie. C'est quand même un chant qui est contrôlé. Oui. Voilà. Et on choisit aussi de faire entendre le silence, parce que ta poésie, on va l'entendre dans un instant, est traversée de silence, visuellement sur l'espace de la page. C'était l'objet je sais pour toi, d'un long travail. Il y a des espaces blancs, une mise en espace particulière du poème. Donc il y a cette attention portée, bien sûr, à la forme sens. Oui. Voilà. À la fois à la musicalité et à la fois à l'image. C'est un peu comme si la poésie prenait à ces deux autres formes d'art que sont la musique et la peinture, une part essentielle de chacune d'elles pour fonder son propre langage. Oui, et puis Guilhuy disait la poésie, c'est une réponse qui interroge. Je crois que c'est bien dit. C'est-à-dire que ça doit nous permettre de rebondir quand on lit de la poésie. Ça doit faire écho. Si ça ne fait pas écho, c'est que c'est raté, quoi. Alors peut-être va-t-on entendre une série de textes. À cause peut-être de la brutalité de l'absence, de l'effondrement des voix, on cherche entre les mots ce qui allège, une clé pour l'inhabitable. Venus par effraction, nous sommes nos enfances à jamais perdues. Odeur de prunes mûres. Sous la véranda, l'enfant repose, mains ouvertes. Bourdonnement du passé dans la cruche posée au soleil, l'écorce craque. Et toujours les chats guettent les criquets endormis. Dans le jeu des éclats de bonheur, à la femme reconnue, choisie, aimée, elle vole son sourire, son prénom, sa démarche, elle est l'autre.
se colorie les ongles en rouge avec la craie. Aussi dans ses rêves, lorsqu'elle se perd de vue. Très tôt, il est question de se perdre de vue. Pas facile alors de vivre avec la crainte de ne pas être à la hauteur. Elle ne savait même pas de quoi. Garder les chèvres, courir entre les murets de pierres sèches, puis s'asseoir au soleil, à bout de souffle près du chien, jouer, courir pour rien, pour le bonheur de sentir jambes, pattes bouger, et la caresse brutale du mistral sur la peau, l'eau fraîche à la fontaine. En haut des branches, voir le monde des grands de haut, un abri pour les dangers qui guettent. L'arbre dévoile les secrets. Et si la mère, la maîtresse, Dieu, ne savait pas, s'il même il faisait semblant de savoir, s'il faisait de l'ombre, si c'est à eux d'abord qu'il se racontait des histoires, réconfortant l'accueil de l'arbre, enfin un peu de vertical. Elle a beau les tenir dans ses mains, les soupeser, les tendre au miroir de profil, ses seins sont trop petits. Ne reconnaît pas une femme, une vraie. Pourtant, cette chaleur qui monte de son ventre à ses joues, cette impatience violente en elle, à crier. Les yeux fermés, le violet des iris sauvages, odeur de miel ensoleillé, un fouillis d'épines tout près, l'abricotier aux fruits légèrement acides, des taches oranges sur sa robe, les petits chiens nouveau-nés couchés dans des boîtes en carton, bercés jusqu'au sommeil avec patience. L'eau de l'arrosoir, délicatement versée sur ses mains, pétrissant la terre mouillée que la baguette des fées change en pain. Caisse émonde renversée pour dresser la table, manque enfoui au plus profond. À cloche-pied, l'enfant avance, un manteau trop grand sur l'épaule, fatiguée sans savoir qu'elle porte ce qui ne lui appartient pas. Avec ses semelles de plomb, elle ne peut grandir plus vite. Elle voudrait tant ressembler à... Dans ses rêves, elle incendie le seuil. Peut-être juste quelques paroles posées sur la souffrance, et il aurait fait beau. Je terminerai un dernier texte sur l'enfance. Tout peut toujours recommencer, on pourrait croire. En voyant le ruisseau renaître après la sécheresse, son bruissement rend leur couleur aux pierres, donne à boire au sol craquelé. Tourbillon joyeux des insectes, libellules légères, rire d'enfants, le plaisir pieds nus dans l'eau fraîche, l'embrasement du soleil au front, faire corps avec le ruisseau et l'air chauffé à blanc. Dans le désir de vivre, oui, absolument, dans ces instants de contraste violent dans les jeux, les courses excessives, quand ils sautent de pierre en pierre au ras de l'eau, se poursuivent de plus en plus vite, s'échappent, se défient, pour se laisser tomber sur l'herbe, corps mêlés, plus assoiffés que la terre alentour. Tout peut recommencer comme avant, on pourrait croire, avec le même serrement aigu dans la poitrine, avant que ne s'étiolent peu à peu le ruisseau et le bleu de l'été. En elle, son chuchotement,
ses reflets, l'odeur de terre et d'eau, comme on garde en mémoire les gestes, les regards de ceux qu'on a aimés pour qu'ils restent après. Merci Mireille. Alors, nous nous sommes dit en venant qu'après chacun des 3 temps de lecture que tu feras cet après-midi, je ferai entendre comme un chant ou un contre-chant, un contrepoint, parce que j'aime cela, aussi faire dialoguer les textes. Et après cette belle lecture, je choisis de vous faire entendre peut-être une poète que vous entendez, peut-être même le nom pour la première fois. Elle s'appelle Keti Niwabangi. Elle est originaire du Burundi. Et je viens de la publier dans 2 petites anthologies, Quand on n'a que l'amour et Chant du métissage. Et si j'ai envie de lire un de ces textes, ce n'est pas seulement parce que quelque part tel ou tel mot entre en résonance avec ce que tu as lu, mais parce que je m'inquiète pour elle, puisque depuis 2 mois, elle ne répond plus aux messages, qu'une répression terrible s'abat sur le Burundi. Je sais de sources sûres qu'elle a dû fuir en catastrophe son pays et qu'elle se cache quelque part ailleurs aujourd'hui. Voilà, je doute qu'elle puisse m'entendre là où elle est, mais en tout cas, parfois on aimerait bien que les mots puissent avoir ce pouvoir magique de modifier la réalité. Alors voici le court poème de Keti Niwabangi. Je suis un songe de liberté. Je suis ton aube. Je suis ta nuit. Je suis une poussée de fièvre. Je suis un battement d'ailes. Je suis une ardeur lycéenne. Je suis un cri sans fin. Je suis cette main tendue au coin d'une rue. Je suis cette faim qui rend toute pensée frêle. Je suis le sommeil d'un peuple millénaire. Je suis une angoisse inexpliquée. Je suis cette femme qui vient d'être aimée. Une langueur qui tâtonne et guette l'aurore au fond d'une falaise. Un désir, un souvenir de ce que tu fus, longtemps, longtemps, avant d'être ce que tu es. Je suis un songe de liberté, et cette nuit, c'est de toi, terre d'émeraude, que j'ai rêvé. Je suis, dit-elle, un souvenir de ce que tu fus, longtemps, longtemps, avant d'être ce que tu es. Ce sont des mots qui entrent assez bien, me semble-t-il, en résonance avec ce que... Non pas ce que raconte un Land des paysages, mais en tout cas avec les mots que tu choisis de nous donner dans ce recueil. On pourrait dire qu'un livre de poésie... On a parlé tout à l'heure de polysémie, de richesse de sens. Un livre de poésie, c'est aussi un livre qui raconte une chose et qui parfois en dit une autre. On pourrait dire les choses ainsi, je crois. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu quelle a été la genèse de ce recueil, les circonstances qui t'ont mené à cette écriture. Et puis ensuite, nous parlerons de la façon dont ce livre est structuré, construit. Je pense que c'est une histoire relativement banale, comme beaucoup d'histoires. C'est-à-dire que j'étais très proche de ma mère. J'ai moi-même une fille. Et je me suis aperçue que petit à petit, ma mère tombant malade, ayant la maladie d'Alzheimer, au fil des années, ça s'aggravait de plus en plus. Et c'est vrai que j'avais envie de garder quelque chose qui ne tombe pas dans l'oubli. Et elle, plus ça allait, plus elle oubliait tout. La seule chose qu'elle n'a pas oubliée, ce qui m'a quand même fait énormément plaisir jusqu'au bout, elle savait que j'étais sa fille. Mais autrement, elle oubliait tout. Et elle répétait tout, et elle était perdue complètement. Elle était perdue. Et c'est cette perte qui m'a beaucoup questionnée, qui m'a bien sûr bouleversée. Et j'avais envie donc de garder, de tresser un fil comme ça. Et petit à petit, en écrivant, je m'apercevais que se confondait dans les images, dans ce que je pouvais raconter. Les textes que j'ai eus tout à l'heure sur l'enfance, c'est à la fois
bien sûr des choses que j'ai vécues dans l'enfance, mais c'est aussi ce qu'a pu vivre ma fille, ou ce qu'a vécu ma mère, ou ce que me racontait ma grand-mère. Enfin, c'est-à-dire c'est un mélange comme ça d'histoires, et donc j'ai réfléchi sur l'oubli, le temps, et comment on reconstruit les souvenirs. Les souvenirs sont toujours des reconstructions, bien sûr. Et comment c'est cette reconstruction que je trouve intéressante et qui est impossible petit à petit quand on est malade, comme elle l'était. C'est-à-dire que pour elle, elle était vraiment, enfin ça c'est assez fascinant, étrangère, c'est ça l'aliénation, aliénus, hein, être étranger à, c'est ça. C'est-à-dire elle était étrangère à elle-même, donc elle était étrangère à tout, elle ne savait plus où elle était, elle habitait jamais là où elle était, quoi. Enfin, et ça, c'est quand même fascinant. Et je me suis interrogée aussi pourquoi. Pourquoi, bien sûr qu'il y a des causes physiologiques, bien sûr. Mais je pense, je ne sais pas si c'est un hasard total. Enfin, il y a souvent, je dis, c'est peut-être un garrot aux blessures. Je pense qu'il y a des choses qui déclenchent des maladies. Enfin, bref. Voilà comment s'est construit un peu le livre. Donc il y a la disparition progressive, oui. puis brutale ensuite de ta propre mère, oui. et une méditation au fond sur le temps, sur la mémoire et sur oui. l'oubli, oui. qui est né peu à peu. Oui. Et sur la séparation. Voilà. C'est-à-dire le texte que j'ai écrit là sur la naissance aussi, sur oui. la séparation. Comment, c'est dans un autre recueil, je disais, de tout temps, les mères sont quittées pour que les hommes vivent. Et c'est vrai que la séparation est absolument indispensable pour qu'on vive. Bon. Et ça, cette douleur de la séparation, ben voilà, on est en face et puis chacun l'a éprouvé à un moment ou à un autre. C'était de ça dont j'avais envie de parler, peut-être de ces moments essentiels où on oublie la chance qu'on a quand justement on n'est pas séparés, quoi. Voilà. Le livre s'ouvre sur une citation de Bernard Noël, oui. Un court texte extrait d'un livre d'ailleurs publié par Paupières de Terre, hein, Du monde du chagrin. Oui. Bernard Noël, on va lire cette citation, je vais le faire si tu le permets. L'oubli nous repose de nous-mêmes et du monde, dans la mesure où il recouvre tout ce qui pèserait trop lourd. Mais l'écriture, un jour, va épuiser ce qui finirait par nous manquer si elle ne l'effaçait pas en l'éclairant. Voilà, phrase complexe, hein, différents niveaux, l'impression de descendre progressivement les escaliers d'une pensée. On a un peu le sentiment aussi que Bernard Noël nous dit, comme il l'a dit dans d'autres textes, que finalement le souvenir a un goût d'avenir, que la mémoire n'est pas derrière nous, mais peut-être devant. Oui, et puis en écrivant, on reconstruit aussi, bien sûr. On ne fait pas que transcrire. On établit des rapports qui ne sont pas évidents. Je crois qu'écrire, c'est justement voir des rapports. Enfin, tout le monde peut le faire. Hein. C'est tout d'un coup trouver du singulier sous ce qui paraît identique. Enfin, et établir des rapports qui ne sont pas évidents, mais qui sont là pourtant. Et donc, c'est ces rapports étranges. Voilà, tout d'un coup, on dit, tiens, c'est un regard un peu comme, je sais pas moi, les regards des enfants qui s'étonnent sur des choses qui nous paraissent évidentes, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils tombent juste, quoi. Ils posent la question, souvent qui dérange d'ailleurs, mais la question, ils ont vu, parfois d'ailleurs ce qu'on ne voulait pas voir ou ce qu'on cachait, ils ont vu, et je crois que ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi comme ça que je crois que c'est là où la poésie a une démarche qui peut être, comme dit Guy Vic, cette réponse qui interroge, c'est-à-dire que ça nous permet quand même de progresser. Et je crois que c'est pour ça que ça parle, parce que ça parle au sujet. Ça nous rend sujet, la poésie, je crois. Ça ne nous rend pas simplement des gens qui vont acheter. On n'est pas dans l'ordre de la marchandise, au contraire. C'est quelque chose qui rend une dimension profondément humaine, enfin, comme toutes les formes d'art, hein, je crois. Oui. Alors, nous disons tout cela dans une université où il a souvent été question du récit de vie. Je sais qu'il y a eu pas mal de conférences sur ce sujet, sur l'autobiographie, le récit de vie, ou les multiples récits de vie, qui est quelque chose qui
C'est une forme littéraire qui prend une place considérable dans notre société et qui concerne non pas seulement les écrivains, mais aussi beaucoup de gens qui, à un moment donné, vont raconter leur vie ou raconter la vie de leurs parents, etc. Tu aurais pu le faire, tu aurais pu écrire un récit de vie, mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as écrit de la poésie et... Ben, oui, non, mais moi, c'est pas mon truc, ça. Voilà. Non, pas du tout. Ton truc, c'est la poésie. Oui, voilà. Alors, c'est travailler la forme, voilà. Et puis c'est aussi une manière de s'adresser aux autres aussi. Enfin, je pense que pour que ça parle aux autres, il faut aussi que ce soit... Bien sûr que là, tout le monde n'a pas gardé les chèvres, hein, mais je veux dire, dans les jeux, par contre, je pense que qui n'a pas joué petit, et là, quand on se sent le roi du monde, enfin, je veux dire, plus rien n'existe. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux, ces moments-là, et on regarde le monde des grands de haut, parce qu'effectivement, bon, voilà. Et je pense que c'est trouver la forme pour pouvoir parler à l'autre. C'est quand même aussi une manière de rencontrer l'autre. Enfin, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Enfin, sinon, on écrit chez soi, pourquoi pas. Mais c'est ça autre peut chose. avoir de l'intérêt. Ça peut avoir de l'intérêt, mais je veux dire, c'est pas le but, quoi. Oui. Enfin, voilà. Alors, il me semble que la poésie, c'est aussi ici un récit de vie, mais débarrassé de la question d'identité. Voilà. Parce que tes personnages ne sont pas nommément désignés. Aucun prénom. Ah non, parce que... Aucun nom. Non. Le Momère, je ne suis même pas sûr qu'il apparaisse dans le livre. Non, je pense pas. Voilà, une figure, la figure d'une vieille dame assise sur une chaise. Oui. Mais cette figure, nous la retrouvons à la fin, simplement ce n'est peut-être pas tout à fait la même personne qui est assise sur cette chaise. Non. C'est-à-dire que les personnages sont rendus à leur état de personne, persona, avec cette identité vacillante qui est la leur, et les pronoms personnels qui les désignent, eux-mêmes sont plutôt du côté de l'indéterminé. Je pense que c'est surtout parce que c'est pas forcément très intéressant de savoir qui c'est. Enfin, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça parle, voilà. Est-ce que ça peut parler au lecteur, parce que, enfin, c'est cette rencontre qui est intéressante, enfin, je trouve. Par exemple, effectivement, tu parlais de la chaise. Bon, c'est vrai que je suis en train de chercher la fin. Voilà. Il y a deux textes. Et, bon, on peut le lire comme on veut, mais le premier texte, c'est moi petite qui attendais qu'on vienne me chercher. Parce que mes parents travaillaient tôt, donc j'attendais pour qu'on me mène à l'école. Et le deuxième texte, c'est ma mère à la fin. Quand on a été obligé de la mettre... ça a été terrible dans une maison, parce qu'elle était complètement perdue, quoi. Droite, très droite, ne bouge pas, les mains sur les genoux, assise sur la chaise, manteau fermé, elle attend. Depuis toujours, elle attend. Va venir la chercher, c'est sûr, si elle ne bouge pas. Sois sage, on reviendra. Cheveux tirés, main moite, respire à peine, très sage, une image comme une image. Quelle image? Ne peut plus bien se tenir droite, ne bouge pas, les mains devant les yeux, assise sur la chaise, manteau fermé, elle attend. Va venir la chercher, c'est sûr. Doit quitter ses affaires, plus prudente, plus sage de décider pour elle. Attendre comme avant, qu'il l'emmène, ne bouge pas, une image comme une image. Se chante doucement la chanson de Ferrat. Tu verras, tu sauras bien. Dans les yeux, le reflet inassouvi des orages. Merci. Alors, les deux textes sont très proches l'un de l'autre. Ils sont même en dialogue l'un avec l'autre par de subtils jeux de décalage, de réécriture. Simplement, l'un est en italique, le premier, l'autre en caractère ordinaire, en caractère romain. Donc il y a une attention là aussi portée à la forme et de
tout petit marqueur pour dire au lecteur, au fond, attention, entre cette personne assise et cette autre personne assise qui attendent l'une et l'autre depuis longtemps, très longtemps, il y a un tremblement de sens, une différence, une brèche, qui est celle que, au fond, le palimpseste de la mémoire rend possible. Oui, et puis cette idée aussi qu'en début comme en fin de vie, on est dans la dépendance. Ça, c'est quand même fondamental, je crois. Peut-être qu'on pourrait lire quelques poèmes plus... volontiers. Les soirs d'hiver, soulever la lumière, délier la flamme sous la paille sans piétiner, construire d'autres cieux, d'autres alcôves, pour se réconcilier avec soi-même, s'habiter, brûler avec les oiseaux. Tous les fleuves traversés, les vertiges, abîme quand s'est cassé le vase, eau stagnante entre les rochers, envol abattu, tous les trous de mémoire ne peuvent effacer ce battement de cœur sans ride, instant glorieux où l'on est au milieu de l'espace, sa luminosité autour. De sa main, lentement, il effeuille le silence, il caresse son corps, lui donne sa parole. Ainsi naît l'inoubliable. Ça ressemble à l'origine. C'est plein de rayonnement, une rencontre, une préférence. Il était une fois. Trouver dans le partage ce dont on ignorait avoir besoin. Il lui offre ce qu'il y a de plus haut, cet amour. Quand l'un pour l'autre, on devient nécessaire. Et lui permet ainsi de croire que vivre peut être facile. Odeur d'herbe coupée, le plaisir là venu dans le cliquetis des feuilles de peuplier, un brin d'éternité. On se dit à bientôt, rendez-vous très bientôt, un talisman pour rester ensemble, des trèfles à 4 feuilles au poignet. On écarte les impasses de la mélancolie, les fuites, quelques clameurs en désordre dans les veines, odeur de l'herbe, bruit de feuilles, en souvenir. Pour que vive l'enfant, le pousser hors d'elle-même, l'éloigner à jamais, le corps violé par la douleur, éclate les limites, la vie malgré. Elle donne naissance, s'impose la séparation, couper le lien pour qu'un autre, librement, vienne au monde. Naître et mourir, contenu dans le geste. Désormais, ce lien l'accompagne. Il fonde le désir d'union, celui d'éternel retour, amour et sang mêlés. Sous les branches du figuier, s'aimer sans hâte, nudité célébrée, un goût de raisin noir dans la bouche. Lèvres accordées effacent le précaire. Flamme gravée en soi comme les initiales enlacées sur le tronc de l'arbre. Fragile rempart pour vivre sans terreur l'innommable. Je terminerai ces poèmes d'amour. Il la tient serrée contre lui, une main sur son épaule nue, jambes collées, accordéon, tango. Musique dans le cœur, dans le ventre, l'accordéon l'enlace, le plus beau des tangos. Envie de rire et de pleurer, la vie vaut la peine.
Oui, la vie vaut la peine. Elle les voit tous les deux qui tournent sur la place, le rythme du tango, la robe rouge de sa mère, ses talons hauts. Elle, au bord, elle les dévisage. N'ont pas leurs yeux de la semaine, sont emportés très loin, si loin des gens autour. Ils dansent tous les deux, tous les tangos du monde. Ce soir, elle a 5 ans. Elle regarde le couple. Pour toujours, elle le regarde. Vole sur leur visage le désir, son émerveillement. Merci Mireille pour la lecture de ces très beaux textes. Alors en écho, un texte que je pense beaucoup d'entre vous vont reconnaître. Déjà, je ne trouve plus ton visage qui dérive sous l'épaisseur des jours, et déjà ta voix m'arrive si basse que je ne sais plus écouter ton chant. Me faudra-t-il oublier ton image, me perdre sans toi dans une autre nuit, pour qu'au fond de l'ombre et de la souffrance naisse le printemps qui nous est promis. Tu m'es revenu ce matin. Le soleil est sur la maison. Si je savais le retenir dans la corbeille d'un beau jour, peut-être viendrais-tu parfois faire halte au milieu de ta nuit et dormir encore avec moi dans la paille de tes rayons. Il y avait tant de silence, tant de présence dans cette chambre, toutes les lampes sur nos lèvres, le même sourire que lorsqu'elle est venue vers toi. Elle avait le visage du printemps. C'est un texte d'Hélène Cadou, écrit peu de temps après la disparition, dans les années qui ont suivi la disparition de René Guy-Cadou, et c'est un texte tiré d'un recueil intitulé « Le bonheur du jour ». Voilà. Il y a dans ta poésie une volonté de saisir ce bonheur du jour. Il y a beaucoup de moments de joie, de bonheur, de sensualité, de plaisir, d'ardente découverte, on vient de l'entendre dans ces derniers textes. Mais l'ensemble n'est pas composé sous la forme d'une succession de poèmes. On a affaire à un long chant, ininterrompu. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ? Oui, c'est vrai que souvent quand j'écris, d'ailleurs pratiquement tous les recueils, c'est comme ça, mais c'est pas voulu. C'est pas voulu, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose se dévide comme ça. Enfin, je ne l'ai pas là, mais j'ai écrit un livre à ma fille justement quand elle est née. Et c'est vrai que voilà, ça s'est écrit petit à petit, avec beaucoup de rature et de travail et de temps, parce que je sais pas, le livre par exemple, celui-là, là, Un peu de je relève, j'ai mis 5 ans pour l'écrire. Enfin, il faut dire il est gros, mais je veux dire c'est pas comme ça. Mais c'est des moments de vie, et ce livre-là, c'est un moment de vie, et ça se déroule petit à petit, effectivement. Ça vient. C'est comme après un grand poème, c'est vrai. Oui, c'est un long. Ça peut se lire séparément, mais c'est un. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les choix que tu as faits, tu as choisi par tes lectures de briser le déroulement du texte. Oui. Ce n'est pas une lecture en continu. Non. Tu fais le choix de nous faire entendre des séries thématiques, par exemple. Oui. L'enfance, l'amour, l'oubli. Voilà. Et tu vas chercher les textes à droite, à gauche. C'est-à-dire que tu arrives à reconstituer, au fond, plusieurs parcours de lecture, plusieurs petits recueils en un. Mais l'ensemble, je le répète, c'est une sorte de continuum, un long poème ininterrompu, comme le disait Éluard. Enfin, oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est une bonne manière de restituer le mouvement naturel de la vie, de l'écoulement du temps. Oui. Et de questionner c'est-à-dire, c'est pas intéressant de faire quelque chose d'artificiel. Enfin, je veux dire, ce qui est bien, c'est d'aller dans le. Enfin, l'intérêt, c'est d'aller dans le sens de la vie, enfin, de ce qu'on éprouve. Je veux dire. Bon, après, on travaille, mais je veux dire, si c'est pour dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire là ? Ben non. Enfin, c'est. Oui, enfin, on peut écrire des poèmes titrés, des poèmes courts, sans qu'il y ait eu une intention au départ. Je crois que c'est de l'ordre du surgissement, c'est-à-dire que
Quand tu commences à écrire, tu ne sais pas jusqu'où ton souffle va te porter. Il peut te porter vers un très long texte, et puis finalement, un seul long poème de 80 pages ou 90 pages, ce n'est pas rien. Non. Ce n'est pas rien. Donc, il y a cette espèce de confiance dans l'écriture, et un mouvement qui s'opère, qui n'est pas prédéfini. Oui. On n'écrit pas pour répondre à une intention. Je veux dire, je crois qu'on écrit... pourquoi on écrit? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce n'est pas avec un plan défini dans la tête, ça c'est sûr. Oui. J'ai écrit un texte, alors là, c'est curieux parce que ça correspondait au moment où ma fille avait 20 ans, plus grande maintenant, mais là, j'avais envie d'écrire un texte parce que je voyais beaucoup de jeunes désemparés, c'était un moment difficile. Voilà, alors ce texte, il est écrit pour ça. Cette vie-là, jetée dans un tiroir, piétinée d'images, on n'en veut pas. On a 20 ans, on veut voir la mer le long des golfes. On a 20 ans, on veut vivre dans l'évidence du soleil, sans le sommeil injuste, le surplace, les chasses gardées par les chiens. On ne veut pas, même jour, même heure, cette faillite envers l'immense. Du jour, on aime son triomphe. On veut dans chaque histoire faire briller l'amour jusqu'à tarir nos soifs, vivre vite, jouer éperdument avec la langue infinie de l'intime. Que ce soit la saison des lilas, des myrtilles, dans les jardins extraordinaires, il y a de la joie. Médailles, classements, défilés, bas de laine, on en fait l'économie. On refuse ce qui efface. On ne veut pas le trou de la souffrance pas à pas. On est dans l'absolu de la musique. On n'est pas sérieux, on a 20 ans. On prend le temps en urgence comme un défi. On prend le temps avant la trahison des corps, avant qu'il ne soit compté. On lit à voix haute un poème de Mayakovsky. On écoute Manu Chao clandestine. Il fait très beau pour l'insouciance. Tant de paroles étranglées sur les débris des heures qui peu à peu s'effacent à jamais. On le sait, on ne sait pas. L'issue invisible nous paraît si lointaine au bout, tout au bout de nous. On ne veut pas de cette vie stagnante, au ras du sol aveugle, où le désir a déserté avec l'imprévisible. Pour cet homme, fils de personne, qui dort sur le trottoir dans un carton, le jour de gloire n'est pas près d'arriver. On garde au cœur les impostures plantées comme un couteau. Alors on garde aussi fidélité à la jeunesse. Avec Ferré, on a toujours 20 ans. Bravo, merci pour ce texte que je ne connaissais pas et qui nous fait entendre comme ça plusieurs... on va repartir avec des refrains connus dans la tête, hein, c'est très très bien. En écho, une petite fantaisie d'un poète israélien qui s'appelle Ronnie Somek, qui est un très grand poète. Voilà. C'est pas très facile de se dire, voilà, c'est un très grand poète. Moi, je pense que c'est un grand poète parce que chaque texte me déroute, me surprend. Ce texte-là était inédit, il a été traduit de l'hébreu. C'est très court. Lettre du prisonnier R.S., bon, je suppose que c'est Ronnie Somek. Lettre du prisonnier R.S. à la direction pénitentiaire. L'amour est une mutinerie de prisonniers dans la prison du corps. S'il vous plaît, ne réduisez pas le tiers de ma peine pour bonne conduite. Alors, la poésie. On a déjà commencé... Non, tu voulais lire peut-être un autre texte? Oui. Non, des textes un peu du recueil, parce que dans le recueil, c'est pas simplement cette histoire triste, c'est aussi ce qui s'échappe nous déborde, ce qui sans cesse voudrait franchir
ouvrir des portes. Je crois que c'est ça qui est important dans la poésie, c'est ouvrir des portes, quoi. Encore faudrait-il ouvrir les yeux pour voir tapis derrière la vie l'ombre portée de la mort, remettre les choses à l'endroit. Solitude solidaire, ce qu'on appelle destin. Les emplois du temps avec application à l'heure, toujours à l'heure, employer le temps à asphyxie, dans des rôles englués, accepter de trahir sa durée, se mettre du côté des choses. Saisit avant le sommeil notre pauvre infini à nous. Inlassablement le même revient, on le remâche. Dans le fond, ça bourdonne. Répétition, répétition, peau de chagrin. Se contenter de peu, elle n'avait jamais pu quand à côté il y a. Combien se sont épuisés là dans les fossés pendant que les loups dévorent, ont raboté leur vie, ont vécu contre eux-mêmes, ruse de renard, cruauté du félin, le règne animal si proche. Ébloui par ce qu'on ne possède pas, on ne peut démasquer les mirages, les cadavres des paradis perdus, usant nos forces, à rouler les rochers en haut de la montagne, à pousser des parois, aveuglés. On évite de gratter jusqu'à l'os l'enveloppe, appétit d'illusion préservé, pour tenir debout, allant jusqu'à croire que plus tard, bien après, on pourra sortir de nos dimensions. Tenace, l'angoisse d'être libre, l'écharde de l'inaccompli. Devenir ce qu'on est, malgré les couteaux plantés sur nos routes, livré à soi-même sans consolation. On sait bien qu'on n'arrive jamais nulle part. Morsure de la lucidité, ce que nous laisse le passage du temps. Les griffes qui font ployer les coups, une si longue histoire. Nous, bouleversés, bras ballants, alors si besoin la nuit, laisser une lampe allumée pour éloigner l'énigme qui résiste. Merci Mireille. J'aime beaucoup cette image de l'énigme qui résiste et de la proximité de ce terme, de cette évocation de la résistance, cette évocation de la nuit et de la lampe. On oublie trop souvent ce sens du mot résistance. C'est la résistance, c'est pas seulement une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Ce n'est pas seulement la capacité de résister, mais c'est aussi la possibilité électrique de produire de la lumière. C'est ce que très discrètement ton texte laisse entendre. Si besoin la nuit, laissez une lampe allumée pour éloigner l'énigme qui résiste. Je crois que ce qui est intéressant dans la poésie comme dans la philosophie, c'est ce que je retrouvais moi, c'est mettre à jour ces ambivalences et ces contradictions. Et je crois que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, qui est peut-être toujours manqué, je ne sais pas, mais on chercherait à nous faire dire, il y a les bons, les méchants, le blanc et le noir. Ben non, c'est plus compliqué, malheureusement. Et c'est justement, peut-être que la poésie peut nous aider à justement montrer ces contradictions, ces ambivalences, dans beaucoup d'événements, dans beaucoup de choses, comme dans beaucoup de gens, comme en nous, bien sûr. Je dirais même d'abord en nous. Voilà. En tout cas, le sens n'est pas donné, il est à construire bien sûr. Par l'acte de lecture. C'est la réception du poème qui
qui lui confère une partie de son sens, de sorte que le poème n'existe que s'il est lu, hein, s'il est partagé. Oui. Voilà. Qu'il soit lu comme cela à haute voix ou qu'il soit lu dans la solitude de sa chambre de lecture, mais en tout cas, il n'existe que dans ce rapport à autrui. Je crois que c'est René Daumal qui disait qu'il faut être deux pour un poème. Pour faire un poème, il faut quelqu'un pour l'écrire, il faut quelqu'un pour le lire. L'un est le père, l'autre la mère, et le poème est l'enfant qui naît de cette rencontre entre un auteur et un lecteur. Voilà. Les textes que tu nous as lus, la dernière série, ce sont des textes qui interrogent le sens de la vie. Oui. Oui. Mais, oui. Voilà, tu as mis sur ta feuille, il y a le numéro des pages, tu as mis révolte. Hein, tu as souligné le mot révolte. Oui. Interroger la vie, c'est quand même ça, non? Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être révolté. Ouais. Ça me paraît. La vie, c'est la résistance, disait. Bible, disait Deleuze ou Camus qui dit consacrer l'accord de l'amour et de la révolte, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être crispé. Comment faire pour allier ces révolter, pas contre tout, bien évidemment, hein, révolter devant l'injustice, devant l'inégalité, et puis aimer aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Comment? C'est une très belle question de Camus qu'on oublie trop souvent, d'ailleurs, ce philosophe qui a été si peu lu, hélas. Enfin, ça revient. Mais comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte? Je crois que. On a vu passer Sisyphe là. Oui. Hein, vous l'avez vu passer, hein, voilà, discrètement, mais enfin, ça suffisait quand même. L'image était très belle. Je ne voudrais pas terminer sur des choses négatives. Je voudrais terminer par deux textes plutôt pas. Enfin, je ne suis pas là à dire positiver, parce qu'on n'arrête pas de nous le dire tout le temps. On n'a plus le droit à rien. Tu sais, c'est comme le deuil. Il faut faire son deuil, il faut faire ci. Attendez. On n'a plus le temps de rien. Non. On peut aussi parfois être négatif, on a le droit. Mais terminer quand même par quelque chose de, disons, dynamisant. Alors, il y a un texte qui est peut-être plus philosophique, qui était écrit sur le livre « Ces gestes en écho », qui était paru avec Claire, et puis un autre dans Un peu de jour aux lèvres. Qui parle dans nos corps? Qui creuse sans aucun bruit? Qui officie dans notre dos? Qui décide de la beauté de son effondrement? Dites encore ce qui vous hante, vos révoltes rouges au fond des larmes, l'insolence têtue de la vie qu'on ne veut pas entendre, vos insomnies lentes, vos chansons désertées sur la peau. Rêves figés, bas les masques, cultivez vos rages, ne vous couchez jamais devant les portes, dites encore qu'on ne peut à la longue cracher en vain sur vos matins, déshabiller l'espoir, briser les nuques, la parole. Dites très fort que déjà l'aube se mêle à la nuit, arrachez les yeux du malheur sauvage, à force de crier au loup, du bois sortira le mensonge à bout portant. À marée basse coulent les gens dans les rues. La mer est à tout le monde. La vie s'engouffre malgré le garrot du temps qui éclabousse vos amours. Paupières lasses et rires repliés. Dites qu'il reste encore derrière la mésange l'envol, l'âme de la musique, les seins offerts, tous les bouquets flétris un à un qu'on recompose avec la patience des bêtes. Dites-le qu'on remonte l'escalier coûte que coûte dans la folie du monde chaque jour. En haut, tout en haut des vagues, l'immensité toujours recommencer nos gestes de laine. Dites, on ne peut couper les ailes à la beauté qui pose nue. Reste toujours un peu de bleu, du ciel tatoué en partage, des épices au soleil, un pays où poser les armes, autant un papillon, pour quelle offrande? Dites surtout que c'est étrange d'aimer d'amour encore,
malgré tout ça, d'aimer chez l'autre ceux qui dansent hors de notre portée. C'est au-delà du geste, du regard qui nous échappe. Voilà. Merci. On a envie de s'arrêter sur ce texte et sur l'acceptation de ce mystère, cette acceptation confiante de ce qui nous échappe. Et je crois que c'est aussi ce qu'on aime. Si on réduit l'autre à l'état de choses qu'on voudrait nous faire faire, d'ailleurs, je pense dans la pornographie, dans l'accumulation des choses, dans la marchandise, ben c'est réduire le désir, parce que le désir est bien plus grand que tout ça. Bon, et je crois que ça, heureusement qu'il est toujours là. D'ailleurs, cette question du désir, elle est présente si on reprend les titres de tes livres. Tous mes livres. Je me disais, on pourrait composer un poème avec le titre de tes livres. Ils sont très beaux, je vais les nommer. Entre les poings et la parole. C'était le premier. Le premier. Limite. Visage à édifier. Contre ciel. Heure d'été ou l'envers de l'ombre. Séquence au loin. Blues note. Même la nuit, persiennes ouvertes. Dimanche, je vous aime. Silence à vif. Ces gestes en écho. Un peu de jour aux lèvres. Quelques gouttes de soleil et après. Le don des arbres, un lent des paysages. Il y a vraiment quelque chose. L'ensemble de ces titres pourrait former un texte. Voilà. On va s'arrêter là, peut-être le temps de prendre quelques questions.